Si vous avez des ambitions ou des aspirations, prenez le risque. Si c'est ce que vous recherchez, faites-le. C'est beaucoup plus stimulant, c'est beaucoup plus, on va dire, instructif que la monotonie si on aime le challenge. Le coût de la vie est beaucoup plus faible ici en Pologne. Dans la Pologne d'aujourd'hui, qui pour moi est un pays avec beaucoup de perspectives, on ne rencontre pas forcément les mêmes problèmes qu'en France. Ici, en France, c'est très mal vu d'échouer. On est loin de la mentalité américaine, où les gens ils vont t'applaudir, ils vont dire « mais bravo, t'as échoué 3 business, ton 4e, ça sera le bon ». Salut à tous, ici c'est Nicolas. Bienvenue dans cette série de podcasts où nous mettons en avant les francophones vivant en Pologne, qu'ils soient entrepreneurs, professionnels ou sportifs. On va découvrir leur parcours et aussi leur mindset. Aujourd'hui, dans ce 4e podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Massy ou Maki. Massijewski, mais c'est beaucoup plus simple de dire Massy. Massy. Donc Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci on va à se faire toi. un petit check. Merci à toi. Comment tu vas ? Bah écoute, je vais très bien, Nicolas, ça me fait plaisir. Comme tu le sais, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît. Exactement. Et donc c'est toujours un plaisir quand je suis à Varsovie de te rencontrer. Donc nous voilà pour ton 4e podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes à notre audience, pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais. Si tu peux, voilà. Bon, je pense que je ne suis pas forcément très connu dans le milieu d'Internet, ou pas encore. Donc je m'appelle Olivier, j'ai 31 ans. J'ai eu un parcours assez atypique. Mais je vais peut-être commencer par le début. Si aujourd'hui je suis en Pologne, ce n'est pas anodin. Mes parents sont d'origine polonaise, donc ils ont immigré dans les années 90. C'était à la chute du communisme. C'était avant la chute du mur. Ah, c'était avant la chute du mur. 88 alors. Ouais, c'est ça. 89 pour être exact. 89, d'accord. Et donc c'était juste avant. Donc en fait mon père a tout simplement eu l'opportunité de venir en France. Et moi je suis né en 92. En France. En France. Et donc toute ma scolarité, toute mon enfance, je l'ai vécue en France. Bien évidemment, pendant les vacances scolaires, on venait en Pologne. Donc durant tous les étés ou c'était vraiment toutes les vacances scolaires Quasiment toutes les vacances scolaires, ouais. Donc, ah oui, c'était la routine. C'était 2-3 fois par an. Et donc, en fait, c'était un petit peu un dilemme pour mes parents de partir en vacances en famille ou de retrouver la famille qu'ils n'avaient pas vue depuis quelques mois ou parfois au début, même années. Parce que pendant les 2 premières années, ils ne sont pas du tout rentrés en Pologne. Donc c'était voilà un petit peu mon enfance. Donc j'ai grandi dans l'est de la France. Près de Metz. Tu connais très Luxembourg, bien. Metz. Et j'ai une question par rapport à tes parents qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu sais comment ils ont vécu la transition? Parce que quand ils sont arrivés en France, ils ne parlaient pas français. Ou ils le parlaient déjà? Non, en fait, mon père avait un ami de l'armée qu'il avait rencontré et qui avait la possibilité de travailler en France. Donc c'était dans le bâtiment. Et mon père, c'était quelqu'un de très manuel parce qu'il avait même commencé à développer on va dire sa petite entreprise de menuiserie. Donc à l'époque, et c'était une période vraiment très compliquée, donc très difficile d'entreprendre en Pologne. Les biens, toutes les denrées disponibles étaient très limitées. Les anecdotes que mes parents me racontaient, c'est qu'ils allaient au magasin et en fait, il y avait plein d'étagères, mais il y avait 3 produits. Oui, c'était vide, ouais. Et avec eux, il y avait littéralement 3 produits par étage. Et quand ils sont venus la première fois, donc ma mère m'a raconté qu'elle a été chez Leclerc. Et là, elle a vu tellement de nourriture que ce qu'elle a fait, elle a dit à mon père, il faut remplir les caddies parce qu'on ne sait pas si on aura demain. Donc c'était vraiment la peur de manquer. C'est ça. Et en fait, c'est ce qu'il y avait en Pologne, c'est que tout était vraiment limité. Pourquoi ? Parce que pendant cette période soviétique, la majorité des produits étaient expédiés vers la Russie. Tout ce qui était produit en Pologne. Et donc parfois même une production polonaise, quand elle était vendue en Russie, ils mettaient que c'était produit en Russie. Donc c'était le marketing quoi. Et donc c'était vraiment très très compliqué. Donc forcément quand mon père est venu travailler la première fois en France, un salaire mensuel, ça représentait plus d'1 an de salaire. Ah oui, quand tu vois les statistiques. En Pologne. Attends, j'avais les chiffres, les années 90, le SMIC
enfin, le salaire de base en Pologne, c'était 50 € par mois. C'était 250 zloty de l'époque. Ouais, c'est ridicule. Et on compare aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais ouais, c'est vrai que on pouvait comprendre à l'époque pourquoi les gens voulaient partir à Pologne. Les gens, ils partaient parce qu'en fait, ce n'était même pas... il n'y avait pas de perspective à l'époque, avant la chute du mur. Même après. Même après, mais après la chute, avant que la Pologne rentre dans l'Union européenne, la situation ne s'est pas vraiment améliorée jusqu'en 2004. Et donc ça, c'est ce qui les a poussés à partir en France. Et en fait, eux, ils avaient vraiment pour but de nous donner, à mes 3 frères et moi, nous, on n'était pas encore, mon frère jumeau et moi, on n'était pas encore nés, mais en tout cas, ils voulaient nous donner une meilleure vie, avec des meilleures perspectives. Et donc voilà, on s'est bien intégré en France. Bon, aujourd'hui, ma langue, je dirais natale, ma première langue, c'est le français. Alors que paradoxalement, quand j'ai appris à parler en polonais. Et avec... C'est-à-dire, attends, au début, tu parlais en premier le polonais? Ouais. Ah, d'accord. Je parlais en polonais avec mon frère jumeau. Donc, en fait, on allait même à l'école, on parlait en polonais entre nous. Et je pense que les autres gamins disaient, mais c'est quoi ce secret? Et en fait, ils se disaient, mais même la maîtresse de l'époque, elle disait, mais je comprends pas ce qu'ils disent. Et alors que là, aujourd'hui, avec mon frère jumeau, de parler polonais, ça nous met un petit peu mal à l'aise. C'est comme si nous, on était amenés à parler polonais. On va le faire, bien évidemment, quand il y aura... une situation comme il y aura par exemple des Polonais. Ouais. On va communiquer, mais instinctivement, on va parler français, ce qui est totalement naturel. Et ben nous, à l'époque, c'était l'inverse. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on parlait avec nos parents en polonais. Et donc voilà, c'est comme pour revenir sur la question pour mon parcours. Donc j'ai grandi en France, dans la culture, j'ai baigné dans la culture française. Bien évidemment, j'avais cette influence polonaise. Mes parents étaient polonais. J'ai une question par rapport à ce que, comme tu disais, tu passais quasiment toutes les vacances scolaires en Pologne. À l'époque, je suppose, il n'y avait pas d'aéroport. Ah non, donc c'était comment les voyages, l'organisation, tout ça, comment ça se passait? C'est quelque chose qui aujourd'hui ne passerait absolument pas. Mon père avait à l'époque, donc c'est mes souvenirs, hein, c'est une Renault 21. D'accord. Une Renault 21. Donc on était 6. Comment ça, 6? Et on était à 4 derrière. Les 4 enfants en fait derrière. 4 enfants derrière. En plus, vous avez quel âge à l'époque? 4-5 ans. Quand on passait la frontière ou quand il y avait la police, mon frère jumeau qui était un peu plus mince que moi, il se mettait allongé pour pas qu'on se fasse griller quoi. Ouais. La voiture remplie de nourriture, de choses qu'il n'y avait pas en Pologne. Et à l'époque, une Renault 21, c'était comme si aujourd'hui, je pense que avec les voitures qu'on voit aujourd'hui à Varsovie, aujourd'hui, c'est pas impressionnant de voir à Varsovie une Lambo ou une Ferrari. Ouais, classe G, voilà. C'est totalement... Là, aujourd'hui, je sais pas, faudrait que ce soit peut-être une Bugatti. Ouais, vraiment. Imagine la Renault. Mon père, il avait peur de se la faire voler. Donc, en fait, il a garé jamais dans le centre-ville. Il n'avait pas le truc pour bloquer le volant? Ça, je sais pas. Je peux pas dire. Mais en tout cas, à l'époque, les gens, quand ils voyaient une Renault, déjà une Renault, quoi. Hein, c'est là où les marques françaises encore elles avaient du pouvoir dans l'automobile. C'était vraiment une époque totalement différente de celle d'aujourd'hui. Ouais. Et du coup en voyage vous partez du côté de Miast, Thionville pour aller dans quel coin en Pologne? C'était donc c'est Gniezno, la première capitale de la Pologne. C'est l'une des villes les plus anciennes de Pologne, il me semble. C'est la première capitale. Et après ils ont changé à Cracovie si je me trompe pas et actuellement Varsovie. Et donc le voyage... Ça mettait combien de temps à l'époque? Attends, dis-moi, tu mets combien de temps aujourd'hui? Attends, moi, anecdote, la première fois que je suis venu en Pologne, 2007, bus par contre, j'avais pas de Renault 21. Je suis parti en bus Eurolines, donc il y avait des arrêts. J'ai déjà fait le bus Pologne-France. T'as connu. C'était assez drôle quand même, dans les bus à l'époque, il n'y avait que des Polonais, Polonaises, et pas de Français. Et du coup, on mettait, quand je partais de Metz, tu comptais au moins 23-24 heures avec les arrêts. Ouais. Parce que tu avais aussi des contrôles de police qui pouvaient durer 1 heure. Ouais, malgré que ça, c'était dans l'Union européenne, hein, mais tu avais contrôle de passeport, etc. Tu vois, ça, c'est une chose. Avant que la Pologne rentre dans l'Union, ce qui se passait, c'est que l'espace Schengen, France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, pas de problème. Mais la frontière Allemagne-Pologne,
c'était parfois 2 heures, 3 heures d'attente. Ouais. Les Allemands, ils pouvaient passer. Ouais, mais les Polonais, ils devaient attendre. Contrôle un par un. Et c'était contrôle parfois du côté allemand et ensuite du côté polonais. Ah, tu veux dire par là, c'est que tu passes le côté allemand. Parce que tu as toujours les deux frontières. Ouais, et tu te fais contrôler 2 fois. Et parfois, ils te demandaient de tout vider. Et en plus, je me souviens, enfin, moi, je me souviens pas, mais ma mère m'avait raconté qu'une fois, donc, nous, on était en bas âge, tu vois, des bébés qui pleurent et tout, enfin, tu vois, c'est conditions dramatiques. Ils avaient ramené du champagne de France, donc ils ont dû donner du champagne. Ma mère a dû donner un champagne pour qu'ils nous laissent passer en priorité. D'accord. Et en plus, elle devait boire une coupe de champagne avec eux parce qu'ils l'ont ouvert tout de suite. Ils ont voulu profiter, c'était Nouvel An. C'était peut-être période d'hiver, de Noël, mais donc c'était une époque totalement différente. Et il y a aussi une chose qu'aujourd'hui les gens ne savent pas, c'est qu'en Pologne, il n'y avait pas d'autoroute. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais... Tu traverses l'Allemagne en 8 heures, donc tu fais 700-800 km avec des parcelles illimitées, et tu arrives en Pologne, et là c'est la jungle. C'était la jungle. C'était la jungle. Bon. 90, avec des voitures qui te doublent, parfois tu as 3 voitures alignées, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et encore une chose qu'en France on ne connaît pas forcément, ou peut-être dans les petits villages, c'est la déformation des routes. Ça s'appelle les kolejne. Et en fait, ce qui était assez surprenant, c'est que tu avais des panneaux qui te disaient attention, la route est déformée, parce que tout simplement c'était pas des routes de qualité, c'est ça. Et donc en fait, quand tu doublais, tu avais la voiture qui sautait, quoi, parce que tu vois, et tu rentrais en fait comme sur des rails. Ah ouais. Et tu sais, c'est dû à quoi? C'est parce que tous les transports, camions, tous les poids lourds, et ben en fait, ils déformaient la route était de mauvaise qualité. Et donc en plus avec le transport des poids lourds, la route était complètement défoncée. Ouais. Mais ça, je me rappelle en 2007, quand on arrive à la frontière allemande, enfin la frontière polonaise, pardon. Et là, arrivé en Pologne, ils construisaient l'autoroute. Mais ça, c'était pour l'euro. En 2007, ouais. C'était pour l'euro. Il y a eu aussi beaucoup de scandales parce que les routes, au bout d'un moment, au lieu qu'elles fassent, que ce soit 2 voies, mais ils faisaient 1 voie et demie. Oui. Donc en fait, tu devais t'arrêter quand il y avait une voiture en face, tout simplement parce que il y a eu, je pense, des malversations et beaucoup de choses pas très clean. Je me rappelle, l'arrivée en Pologne, ils construisaient l'autoroute et on avait mis de la frontière allemande, tu sais, du côté de Dresden, Gorlitz. Ok, ouais. Coin là. C'est un peu plus dans le sud, parce que nous on passait un peu plus dans le nord. Pour arriver à Wrocław. Ouais. Donc aujourd'hui, tu mets de la frontière, tu mets 1h30, on va dire, de Gorlitz jusqu'à Wrocław, 1h15, 1h30, je pense. Wow, c'était 7-8 heures, je crois. Ouais, non, nous, on doublait le temps et après, tu avais des embouteillages pas possibles, surtout aux périodes de fête. C'était un voyage, c'était 16-18 heures. Donc en voiture. En voiture. En voiture. Donc c'était un autre monde. C'était un autre monde. Et quel voyage t'as le plus marqué? Parce que ça fait beaucoup quand même des allers-retours. Celui que en fait t'as marqué à vie. Et pourquoi? Moi, j'en ai fait beaucoup, c'est vrai, j'en ai fait en voiture, j'en ai fait en bus. Le bus, c'était long. J'ai fait aussi l'avion, bien sûr, aujourd'hui, en quelques heures. Plus simple, le voyage qui m'a le plus marqué... Disons dans ton enfance ou adolescence, où ça t'a... Ou je sais pas, t'as peut-être eu une prise de conscience, peut-être. Aussi sur le moment, tu te dis, tiens, tu t'es rendu compte de certaines choses, peut-être, à ce moment-là. En Pologne Ça peut être en Pologne ou un retour en France, par exemple, après, à la suite d'un voyage en Pologne, d'un séjour ici. Après, je pense que le niveau de conscience, forcément, quand j'étais enfant, c'était assez difficile de comparer. Je voyais qu'il manquait beaucoup de choses en Pologne. Et moi, ce que j'aimais dans la Pologne, et je pense que c'était un peu les prémices et on en parlera plus tard, de la situation économique actuelle de la Pologne, et surtout dans le contexte de la guerre, etc. La Pologne, elle commence à prendre une position très forte. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand j'ai vu les gens qui n'avaient rien, mais qui étaient très débrouillards. Ils arrivaient c'est quelque chose qui n'existait pas, je dirais, en France. En tout cas, en France, c'est mon ressenti. Il faut s'insérer dans les cases et il faut être dans les bonnes cases. Et
c'est le parcours que j'ai suivi. Donc après, on y reviendra sur la carrière que j'ai suivie. Mais il faut être dans les bonnes cases. Et en Pologne, quand tu pars du postulat que tu ne peux compter ni sur le système, ni sur l'État, ni sur la politique, ni sur les aides, et que tu peux compter que sur toi, ce qui est un petit peu la base, on va dire, du développement personnel, de vraiment se concentrer sur soi et ne pas attendre forcément des autres. Et c'est un peu ce que mes parents ils ont fait. Ils se sont dit, on veut améliorer notre condition, on va se débrouiller. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as WhatsApp, tu as le GPS. À l'époque, c'était des grandes cartes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Mais mon père s'arrêtait sur l'autoroute. Il sortait la carte vraiment comme dans les films sur le capot. Et il disait, je crois qu'on est là. Non, mais j'imagine la tu scène. vois, et ils parlaient pas un mot, ni d'allemand, il n'y avait pas de traducteur, ils n'avaient pas d'argent. Ils sont partis avec 2 valises. Et donc, mais j'ai vu qu'ils étaient capables vraiment de soulever des montagnes, quoi. Ouais. Et mes parents, ils se sont très bien intégrés en France. Mon père a créé sa société dans le bâtiment. Il a pu acheter aussi des appartements. Il s'est diversifié. Il a investi. Et tout ça, je l'ai vu en Pologne. Je me suis dit, c'est des gens, ils sont créatifs. C'est des gens qui arrivent à partir de rien, à construire, à se débrouiller. Et j'ai toujours été fasciné par la Pologne. Par rapport à ça. Ça m'a toujours inspiré. Et cette prise de conscience, je l'ai eue assez jeune parce que quand on voyageait, en fait, on faisait des choses en Pologne. Par exemple, une anecdote, on avait peut-être 13-14 ans. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire, il m'est rien arrivé, mais avec mon frère, forcément, on avait un peu plus d'argent de poche, parce que c'était vraiment de l'argent de poche, qu'en Pologne, et on a acheté une voiture. Dis-moi, c'est quoi la voiture numéro 1 en Pologne de l'époque? Construite en Pologne. Ils ont construit. La Fiat. Ouais, et quel modèle? Fiat 500. La Fiat 500. Mais là, type polonais. Le Malour. Le Malour, ouais. Le Malour qui veut dire littéralement le bambin, enfin le bébé, quoi. Et c'est une voiture, elle est toute petite. Et nous, on l'avait acheté à l'époque. Il y avait tout le monde qui roulait avec ces petites voitures parce qu'elles étaient accessibles. Ouais. Elles sont toutes petites et parfois, nous, on voyait, ils rentraient à 5 dans la voiture. Je ne sais pas comment ils faisaient, les gens, avec les bagages sur le toit. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté une voiture. La Malour. Le Malour. Enfin, là où je sais pas. Ouais, enfin, le Malour, disons. Et mes parents, ils avaient un terrain avec une maison à côté de chez ma grand-mère. Ouais, à côté de chez ma grand-mère. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un circuit. Et mon cousin, on a acheté un aussi. Ah, vous faisiez la course à 2. On faisait la course. En fait, en France, on faisait des tamponneuses. Ouais. Et nous, on faisait ça dans la vraie vie, quoi, avec des vraies voitures. Ouais, c'était fun. Et à l'époque, tu voyais des gens, des familles, et ça aussi, ça m'a marqué, que nous, on s'amusait, on se rentrait dedans, etc. La voiture toute cabossée. Et on voyait sur la route à côté une famille à 5, avec les bagages au-dessus qui nous regardent tous comme ça. On fait vraiment, et ça c'est des choses que on sentait vraiment ce mouvement de liberté qui est entré en Pologne où tu pouvais faire des choses. Il y avait aussi quelque chose qui est très négatif et qu'ils ont réussi à combattre avec l'Union, c'est la corruption. Oui. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est sûr. Aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours de la corruption comme partout dans tous les milieux qui est un peu plus déguisée et beaucoup plus subtile. À l'époque, tu pouvais corrompre tout le monde. Forcément, un pays qui n'a pas d'argent, un pays qui est pauvre, tu pouvais corrompre avec de l'argent, avec des biens. Il y avait vraiment cet esprit de on veut se débrouiller. Les gens allaient faire du commerce, ils achetaient des produits en Allemagne, ils les revendaient, la revendaient en Pologne. Oui, t'avais aussi tout ce commerce parallèle. Avec le PEVEX, tu sais, les magasins de l'époque où si tu avais des dollars, tu pouvais acheter des jeans avec des dollars. Ouais. Tu pouvais pas acheter en zloty à l'époque. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans un pays civilisé, organisé, qui n'a rien à voir avec la Pologne. Ça a complètement changé. Parce que toi, tu as pu en fait être témoin du changement. Moi, je l'ai vécu, le changement. Mais c'est aujourd'hui, en prenant le recul, que j'arrive à voir l'évolution. Parce que forcément, quand tu es impliqué dans l'évolution, tu vois, si j'avais été une fois dans mon enfance et ensuite 10 ans après, j'aurais vu un gros changement. Là, j'y allais quasiment tous les ans. Donc, forcément, j'ai vu cette évolution, mais plus
en introspection, je me disais, ah ouais, c'était comme ça avant. Je me souviens, aujourd'hui, dans la rue, un iPhone, une télé Samsung, une voiture, une Mercedes, une Audi, il n'y a rien de plus normal en Pologne. Oui, c'est vrai, à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de voitures, c'était que des polonaises ou des malours. Des voitures qu'ils importaient d'Allemagne et de France, c'est comme pour les... accidentées, qui retravaillaient ensuite pour qu'elles soient fonctionnelles. C'est comme pour je crois, les jeux vidéo aussi, à l'époque. C'était difficile l'accès en Pologne, par exemple, c'est la PlayStation ou la Nintendo. Ouais, il n'y avait rien, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien du tout. Et en fait, tout ça, c'est des marques américaines ou européennes. Et ben en fait, avant que la Pologne rentre dans l'Union en 2004, pardon, donc ça fait 20 ans, il n'y avait rien de tout ça. Et le vrai changement, et celui-là je l'ai noté, c'était en 2004. En 2004, ah ouais 2004, ouais. Là, 2004, tu vois, tu commences à voir des McDonald's. Enfin, les McDo, il y en avait, je crois, mais c'était très limité. Mais tu commences à voir beaucoup de marques françaises qui s'installent ici. Qui s'installent. Des Auchan, tu vois, des marques de vêtements, etc. Et tu vois cette dynamique qui apparaît. Donc, c'était vraiment D'accord. quelque chose que j'ai noté en 2004. Intéressant. Et du coup, donc tu as fait des séjours réguliers en Pologne. Tu as fait ton collège-lycée en France. Ouais. Après, tu es rentré à l'université. Comment s'est passé ton parcours en fait J'ai suivi, comme je disais juste avant, donc toujours avec cette double culture, ce côté un peu débrouillard polonais, aussi du style français. Enfin, je vivais en France, mes amis étaient en France. J'avais toujours un peu de nostalgie avec la Pologne, mais je me voyais continuer ma vie donc en France. Et donc j'ai commencé des études de droit. D'accord. On m'a toujours dit que je parlais beaucoup et que je ferais un bon avocat. Et j'avais le dilemme, je me suis dit médecine ou droit. Et en fait, je me suis dit médecine, j'aime pas travailler avec le sang, etc. C'est des choses. Pas à l'aise, en fait, il y avait un aspect qui en moi me poussait vers la médecine, c'est que j'ai toujours aimé l'art, comme tu sais, la peinture, les portraits. Je me suis dit, j'aimerais bien faire de la chirurgie esthétique. C'est quelque chose qui m'intéressait, mais je me suis dit peut-être, et c'est là où on en reviendra après, le droit m'ouvrira des portes sur peut-être une autre carrière, une autre aventure. On m'a toujours dit aussi que le droit ouvrait des portes sur tout. Tu peux aller en politique, tu peux faire n'importe quel business. Du business aussi. Voilà, donc moi, ce que je recherchais, c'était vraiment cette ouverture d'esprit. Et donc, j'ai commencé mes études de droit, ça se passait très bien. Ensuite, j'ai toujours été très ambitieux, donc j'ai toujours voulu exceller dans ce que je faisais. J'ai intégré un magistère, donc c'était un double diplôme, double cursus en droit. Un magistère, ouais. Donc en fait, à l'issue de ton master, tu as 2 diplômes, le magistère et le master. C'est comme un double master. D'accord, ok. Et en fait, mes 3 années, donc ma troisième année de licence, mon M1 et mon M2, je les ai validés. J'ai commencé à les valider en 3e année de licence. D'accord. Donc en 3e année de licence, je me retrouvais avec des étudiants en M2. D'accord. C'était très, très intense. C'était très chargé, mais c'était le parcours le plus élitiste que tu pouvais avoir à la fac de droit à Nancy. Ah, c'était à Nancy. C'était à Nancy, ouais. Et ensuite, du coup, le fait d'avoir validé toutes mes matières de M2, entre la L3 et le M1, j'ai pu partir en Irlande. C'était en Erasmus. Ok, Erasmus. Un semestre ou 2 semestres? 2 semestres. Ah, 2 semestres. Voilà, c'est vraiment la particularité. Et donc, en théorie, on va dire que j'aurais pu valider un 3e master, mais ça s'appelle un LLM et il fallait payer 15 ou 20 000 euros de frais d'inscription. Ouais, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Oui, forcément. D'autant plus que j'avais pour ambition d'entrer en école de commerce. Donc là, j'ai dû les payer, les 20 000 euros, quand je suis rentré à HEC. Donc, HEC Paris, c'est ça? HEC Paris, ouais. Pourquoi ? Parce que j'aspirais toujours à cette fibre entrepreneuriale. Je le sentais en moi. Mais je me suis dit, on va rester quand même toujours dans les cases. Donc, c'était un parcours qui s'appelait le droit et le management international. Donc, on avait des matières en droit et on avait des matières qui étaient liées à l'entrepreneuriat. On était une minorité. Donc, c'est des étudiants qui ont déjà leur cursus. Il y en avait même des avocats qui avaient déjà commencé leur carrière et qui voulaient retourner en école de commerce. Et moi, ce que m'a apporté
ça m'a beaucoup apporté HEC, pas sur le savoir, parce que je pense que c'est une erreur fondamentale des gens qui vont dans des écoles prestigieuses et qui s'attendent à avoir du savoir. Parce que pour moi, le savoir, c'est quelque chose que tu dois acquérir au quotidien. Et tu peux le trouver dans des livres, tu peux le trouver aujourd'hui sur Internet, tu peux te former seul. Et bien évidemment, la fac, c'est un cadre qui te permet de t'émanciper. Mais ceux qui attendent d'apprendre tout et de tout savoir ensuite, c'est une erreur monumentale. Et donc moi, en rentrant à HEC, j'ai commencé à networker. C'est là où j'ai découvert le networking. En école de commerce, c'est un petit peu la base. En droit, on est plutôt conservateur, on suit les cours magistraux. Il y a un caractère aussi un petit peu hautain qui commence à venir chez les juristes. Petite anecdote, je me souviens, en première année de droit, je vois des étudiants qui passent du lycée, donc basket, t-shirt, à costume et talons aiguilles. Ah, quand ils sont rentrés à la fac de droit? Ouais. D'accord. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais avec mon petit t-shirt, ça se passait très bien. Et petite anecdote que j'ai aussi envie de rappeler, le doyen de la fac. Ok. Tu sais ce qu'il nous a dit à la première conférence de bienvenue? Non, je sais pas. Il a dit quelque chose de très simple à tout le monde. Il a dit, regardez à gauche, regardez à droite. Vous ne les reverrez plus l'année prochaine. Ah, ok. Il n'y avait que 30% de 30% qui est resté. Voilà, un petit peu. Donc, c'est ce qui s'est passé en droit, on était très formaté, code, élitiste, droit, etc. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai voulu casser en rentrant en école de commerce. Et donc là, j'ai commencé à networker, à rencontrer des gens qui aspiraient aussi à l'entrepreneuriat, école de commerce. Donc les gens voulaient lancer des startups, ils avaient des projets, ils étaient ambitieux, c'était des gens brillants. C'était vraiment des gens brillants. J'ai rencontré aussi une personne que tu connais. Qui ça? À Varsovie. Qui est Adam. Ah oui, Adam, oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est aussi installé aujourd'hui autour de ce podcast. Chercher la personne. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là. C'est que j'ai rencontré au week-end d'intégration Adam. C'était en quelle année ça? Si tu te rappelles? C'est juste pour situer un peu au niveau du temps. 2014, 15. Donc un peu moins de 10 ans, quoi. Ouais, 7-8 ans. C'est ça. Ok. Donc tu tombes sur Adam. Adam, qui est un Polonais comme moi, mais la même histoire, sauf que lui, il a grandi à New York. Ouais. Et donc, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu ensuite à Varsovie, mais ça, j'y reviendrai. Et donc, Adam, qui vit aussi actuellement... oui, parfois je le croise dans la rue. Ce serait intéressant d'ailleurs un podcast avec Adam, je pense. En français, je sais pas. Bon, son français est moyen, mais en anglais j'ai ou peur en qu'il polonais. balance des lines. En polonais, ça pourrait être intéressant. À traduire ensuite en français. Le connaissant avec les phrases qui va sortir, je sais pas. Adam, il est très spécial. Mais en tout cas, voilà un petit peu mon aventure à HEC. Et j'avais des grandes ambitions. Je voulais intégrer un cabinet d'avocats prestigieux à New York. D'accord. Et donc, j'en avais discuté avec Adam. Il m'a dit, ouais, c'est une super bonne idée. Tu peux devenir avocat à New York, ensuite avoir aussi l'équivalence en France. Je fais, génial. Et je commence à postuler pour intégrer des grands cabinets d'avocats à New York. Et donc, j'ai eu beaucoup de refus. C'est totalement normal. Avant que je connaisse et que je rencontre des vrais avocats américains, c'est très difficile d'intégrer des cabinets prestigieux à New York. Et en plus, sans expérience. En fait, c'est simple. Si tu veux intégrer un cabinet prestigieux, il faut que tu fasses un LLM, un Master of Law aux États-Unis. Et si tu vas à Harvard, ça te coûte $80 000 l'année. Ouais. Il faut le rentabiliser. Il faut être accepté encore. Ouais. Il faut faire ses preuves. C'est un petit peu le système américain. Et j'ai contacté un cabinet d'avocats, Arendt, cabinet luxembourgeois, le plus gros cabinet luxembourgeois. Du coup, pas à New York, tu veux dire si, à leur branche à New York. Et je me suis dit, tiens, si je peux pas rentrer dans un cabinet américain, je peux peut-être rentrer dans un cabinet français ou luxembourgeois qui a une antenne. Là-bas. Ok. Et donc je me dis super, j'ai postulé, et là je reçois un coup de fil RH et je vois un numéro luxembourgeois.
Donc maintenant, je le connais très bien, le numéro luxembourgeois, plus 352. C'est ça. Hein, si il me semble que c'est ça. Ça doit être ça. Et donc là, j'ai reçu une offre de stage. C'était un stage qu'ils t'ont proposé au début. Ils m'ont proposé un stage parce que je n'avais pas encore le barreau. Le système pour devenir avocat en France, c'est de finir tes études. Tu peux t'arrêter à un M1, idéalement un M2. Et ensuite, tu as encore les 18 mois à l'école d'avocat, et voilà, avec les stages, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et donc là, c'était un premier stage que je devais réaliser dans le cadre de mon cursus. Donc ils m'ont proposé Luxembourg. J'étais un peu déçu. Je me suis dit, Luxembourg, ça ne vend pas du rêve. En plus, tu connaissais le Luxembourg de base. Moi, je connaissais très bien. C'est comme moi, je veux dire, exactement. Venant de la région de Metz. C'est ça. Et donc, je me suis dit, bon, première opportunité. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va commencer. Et donc, j'ai intégré l'équipe fonds d'investissement. D'accord, au Luxembourg. Au Luxembourg, donc chez Arendt. Et donc, c'est là où je commence mon aventure, ma carrière d'avocat. Et du coup, tu as bien comprendre et situer, tu as commencé par un stage qui a duré combien de temps chez eux, à la base? C'était un stage de 2 mois. Ah, c'était un stage court. C'était un stage court, parce que dans mon parcours, j'ai fait aussi des stages à Berlin, donc en cabinet d'avocat, pendant mes études. Et ensuite, donc, je parle aussi l'allemand. J'ai passé le bac français et allemand. Mon allemand est mauvais aujourd'hui, même si officiellement j'ai un bac allemand. L'anglais est beaucoup plus simple, donc c'est de l'histoire ancienne. Mais j'ai fait des stages à Berlin. Et donc j'ai commencé à Luxembourg pendant 2 mois. Ensuite j'ai fait un autre stage pendant 1 mois dans un autre cabinet. Donc tu as changé de cabinet en fait. C'est ça, mais j'ai reçu une offre du premier cabinet. Ok. Et donc je suis retourné chez eux. D'accord. Et j'avais fait mon stage dans l'autre parce qu'en fait je voulais me donner la possibilité d'apprendre, de voir d'autres environnements. De voir autre chose, mais surtout de prendre la proposition qui était la plus intéressante pour moi. Et là, ma carrière d'avocat démarre. Donc là, je passe le barreau à Luxembourg. Je rédige ma thèse professionnelle pour HEC. En parallèle de mon travail en tant que stagiaire, élève avocat à Luxembourg. En parallèle de mes cours pour devenir avocat, c'était une période insupportable. Je ne dormais pas, je faisais que travailler, étudier. Ah, tu parles, oui, ok, au niveau de la charge de travail. C'était une des périodes les plus compliquées, je pense, très intense, de ma vie, ouais. Parce que, par exemple, pour valider mes examens, pour devenir avocat, j'avais, pour pas te mentir, j'avais 12 matières à valider en 2 semaines. 2 examens par jour avec 1 jour de pause. Lundi, mercredi, vendredi. Ouais, c'était intensif. Ouais. Et ça, j'ai eu 1 mois pour le préparer. Le mois de décembre. Donc je dormais pas. Je n'ai pas passé de fête de fin d'année. Mon nouvel an, c'était j'allumais la télé 5 minutes avant le décompte. J'ai fait le décompte, 5, 4, 3, 2, 1. Hurrah, dans 3 jours, j'ai mes examens. J'ai été à la télé, je suis parti dormir. C'était ça, c'était vraiment... et toute ma famille était en Pologne. C'était des sacrifices. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est des sacrifices qui étaient nécessaires à l'époque pour pouvoir... tu connaissais les raisons aussi. C'est ça. Donc moi, c'était mon but de devenir vraiment avocat. C'était mon rêve depuis toujours. Et j'insiste parce que c'était l'objectif que je me suis donné toute ma vie, toute mon enfance, pendant mes études. Et c'était dans les moments les plus difficiles où je me disais, mais Olivier, n'oublie pas, ton objectif, c'est d'être avocat. C'est de porter la toge, c'est de prêter serment. Et tout le reste n'avait pas d'importance. Et je vivais que dans le futur. Je me suis dit, je ferai tous les sacrifices, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre ce but. Et... je l'ai atteint. Et là, je me dis, c'est quoi la suite? C'est souvent ça en fait. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Ah, tu t'es remis en question carrément. Parce qu'en fait, cette partie-là, c'est que tu obtiens ton diplôme. Je deviens avocat et en fait, tu sais, la première petite crise que j'ai eue, c'était après avoir donc obtenu mon contrat à Luxembourg. J'ai passé les 4 saisons 1 an. Ok.
quand tu es jeune, tu vas à l'école, à la fac, tu as toujours ce cycle de 1 an. Oui. Tu vois, il y a du changement, il y a des nouvelles personnes, tu changes de ville, tu rentres dans un nouveau programme. Il se passe beaucoup de choses. Et en fait, tu te poses pas assez de questions quand tu es enfant sur qu'est-ce que tu veux vraiment. Tu suis un code qui d'abord est tracé par tes parents ou ton entourage. Ouais. On te dit, voilà, t'avances. Et on te dit juste avance, t'arrêtes surtout pas. Mais t'as pas encore la conscience de te poser, mais où est-ce que je veux aller? Et je pense qu'il y a des parents, ils le font très bien. Ils demandent à quoi tu t'intéresses. Par exemple, moi, mes parents, ils m'ont poussé dans... J'ai énormément de centres d'intérêt. Je fais beaucoup de sport, j'ai fait du judo, j'ai fait de la gymnastique, je faisais de la musique, je jouais du piano, j'allais à des cours d'art plastique. Mais mes parents, avec leur approche aussi très conservatrice polonaise, n'auraient jamais accepté que je leur dise « je veux devenir peintre », alors que je faisais des tableaux magnifiques. D'accord. Ils avaient cette conception de « je dois devenir médecin, avocat, professeur » ou quelque chose qui, dans leur esprit, représentait, et c'est un peu l'état d'esprit encore que les Polonais ont, c'est qu'ils accordent énormément d'importance à ton statut. C'est très présent. Si tu es médecin ou tu es avocat, les gens, ils pensent que tu es quelqu'un de meilleur, tu es quelqu'un de plus noble, oui, ce qui est pour moi totalement faux. Un pédestal, on va dire. Et je me permets de le dire parce que j'étais avocat, ça ne reflète en rien si une personne est quelqu'un de bien, personne de bon, mauvais, ça n'a rien à voir. Et en Pologne, il y a toujours ce respect. Ça suscite le respect du docteur. C'est comme à l'université, quand j'ai fait mon bachelor ici, j'ai toujours été surpris par le nombre de titres qu'il y a avant le nom de famille du professeur. Ils mettent même magister, ils mettent même que tu as passé un master. Le docteur, ça, en Allemagne, c'est très présent aussi. Et en Allemagne, d'ailleurs, c'est une faute si tu t'adresses à un professeur ou à un docteur et tu ne dis pas monsieur, professeur, docteur. Quand j'ai travaillé en cabinet à Berlin, même si je travaillais et que c'était mon collègue, mon chef, en France, au Luxembourg, tu as cette culture aujourd'hui où tu peux tutoyer avec respect, bien évidemment. Mais en Allemagne, je devais vouvoyer et respecter les titres. D'accord. Et en Pologne, on a aussi un peu ce concept-là. Ça, je me rappelle, dans les cours qu'on avait, les titres à rallonge pour les professeurs à l'université. Et par rapport à ça, donc, tu rentres dans le cabinet, tu te fais embaucher. Et la première crise, je me dis, mon chef à l'époque, pour qui j'ai tout le respect, je me souviens, je l'invite à déjeuner. Ok. Et j'ai toujours eu, on va dire, ce courage. Et je recherchais aussi toujours un peu une quête de vérité. Et je n'avais pas peur de poser des questions un peu... qui sont un peu... conflictuelles, tu veux dire? Non, je dirais pas conflictuelles, mais qui peuvent... qui sont, je dirais pas pas les bienvenus, mais en fait qui peuvent déstabiliser une personne. Ne pas être à l'aise, oui. Et c'est pas intentionnel pour mettre mal à l'aise la personne, mais c'est plutôt en quête de vérité. Et donc je m'installe avec lui, on déjeune, lui, je le vois, il commence à avoir peur, il va dire mais qu'est-ce qu'il va me dire, Olivier? Il travaille bien, ça se passe bien, c'est le manager qui avait peur de toi. Non, je dirais pas qu'il avait peur, mais en fait je pense que c'était plutôt quand t'invites quelqu'un à déjeuner, et ça, je l'ai peut-être formulé un peu de façon trop formelle. Il s'attendait à ce que je dise que j'ai envie de partir, ou faire une annonce spéciale. Voilà. Okay. Et moi je lui dis tout simplement, est-ce que tu aimes vraiment ton métier? Est-ce que tu as toujours voulu être avocat? Ou est-ce que tu t'es pas demandé que devenir entrepreneur, ça pouvait être une alternative? C'est mon chef, qui à l'époque n'était pas encore partenaire, mais il était sur la voie de devenir partenaire. Et il m'a répondu, il m'a dit, écoute Olivier, je me suis posé la question, mais je n'aime pas prendre de risques. D'accord. Et je peux travailler auprès des entrepreneurs. On travaille dans les fonds d'investissement, donc on est à un niveau un peu au-dessus de l'entrepreneur, parce qu'on travaille avec des banques, des assurances, mais c'est du business. Il me disait, et moi, peu importe la transaction, qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe mal, je suis payé. Oui. Il m'a dit, sauf cas extrême où, on a un impayé. Mais
m'a dit, moi, je prends pas le risque. Et j'aime bien ce que je fais. Tu te rappelles de son âge à l'époque? 36, 37 ans, je dirais. Okay. Avec enfant, pas enfant, ouais. marié? Marié, enfant. Ça aussi. Mais ça, c'est une question aussi que tu peux te poser aussi quand tu es étudiant ou quand tu commences ta carrière. Et c'est la différence entre, et ça on peut en débattre, la différence entre un salarié et un entrepreneur. L'aspect sécurité, c'est un des éléments qui revient toujours. Ah oui, dans le monde du salariat, oui. C'est la sécurité. Sécurité, tu as aussi l'écosystème qui est déjà créé. Voilà, donc tu as la sécurité financière, mais pour moi qui est illusoire, parce que tu as le sentiment d'avoir cette sécurité, mais tu peux te faire virer du jour au lendemain. Et si tu rentres, moi je l'ai vu en tant qu'avocat, je n'étais pas l'avocat que tout le monde peut se représenter, qui portait la toge, qui allait au tribunal, qui allait plaider. J'étais l'avocat spécialisé dans le droit des sociétés, dans la niche des fonds d'investissement et dans la niche sur la documentation, donc très corporate. D'accord. Quand j'avais une question fiscale, c'est pas moi qui m'en charge, c'est lui. Et je me suis dit, mais si je continue comme ça pendant 10 ans, je saurais faire une chose. C'est renvoyer faire des contrats. En plus, aujourd'hui, avec l'IA qui apparaît, etc., je faisais des tâches qui parfois me semblaient absurdes, parce que ça pouvait être des tâches qu'on pouvait déléguer, mais que moi, je ne pouvais pas, et qui ne nécessitaient pas des compétences, on va dire, intellectuelles avancées. Et je me suis dit, mais je ne peux pas continuer là-dedans, parce que pour moi, cette pseudo-sécurité j'ai mon emploi, j'ai mon salaire, et bien en fait, si du jour au lendemain, en travaillant avec les meilleurs, à la moindre erreur, on peut dire c'est fini. C'est vrai. Et si tu commences à avoir cette réputation de la personne, en fait, elle travaille pas super bien, ou on sait pas trop ce qui se passe, les avocats, ils communiquent entre eux, ils savent très bien, et tu te retrouves à ne plus avoir de job. Et elle est où la sécurité ? Tu sais tout faire sur les fonds, mais en fait, tu sais rien faire. Donc les gens vont dire, mais est-ce que tu peux me représenter au tribunal ? J'ai jamais mis les pieds dans un tribunal. Est-ce que tu peux me rédiger un document ? Je l'ai jamais fait. Et nous, c'était, attends, il faut que j'aille chercher le modèle. Et donc tout ça, j'ai commencé à avoir cette réflexion où au début, j'étais excité de me dire, je suis enfin le grand avocat. À l'époque, je regardais la série Suits, donc le grand Harvey Specter. Ça, c'est dans les films. Et j'y vais comme Harvey Specter. Mais sauf que les gens, ils voyaient pas que je travaillais aussi jusqu'à 2h, 3h du matin. Parce que j'avais des clients à Londres et à New York, avec le décalage horaire. Donc j'avais des collègues. À 2h du matin, ils m'appellent. Ça, c'était quand je suis passé ensuite à Paris. Salut Olivier. Désolé de te déranger. J'en ai pas pour longtemps. Je sais qu'il est tard. Ouais, et toi, tu réponds au téléphone. Il est 2h du matin. Et t'attends ce call. T'attends. Et tu dois préparer la documentation. Et là, on te dit, faut qu'on fasse ça avant minuit New York Time. Minuit New York Time, c'est 6h du mat. Ouais, donc toute la nuit, tu travailles sur ça. Ouais. C'est ça. Et donc ça, c'était Luxembourg. Je commençais à voir ça. Et quand j'ai eu cette discussion avec mon chef, qui était mon idole de réussite, et à ce moment-là, j'ai eu cette désillusion. Je me dis, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Pour tout le respect que j'ai pour lui, je ne veux pas que ma vie professionnelle et personnelle, parce que je voyais bien que lui aussi, il travaillait jusqu'à minuit, qu'il voyait pas ses enfants, qui rentrait tard, qui travaillait en vacances. Et je me suis dit, mais c'est pas mon modèle de réussite, c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas vivre comme ça. Et j'ai pas envie d'attendre 10 ans, avoir 40 ans, avant la crise de la quarantaine, je sais pas, j'y suis pas encore, dans quelques années, mais de me dire où est passée ma vie sociale, où sont passées mes passions, où est passée ma famille. Et j'ai commencé à travailler vraiment sur moi en me disant dans quelle mesure un travail a du sens quand il impacte ta santé mentale et même physique, parce que tu n'es pas en mesure de dormir tes 8 heures qui sont préconisées. Je me suis acheté récemment un Whoop et qui me dit que je dois dormir 8h30. Voilà, moi j'ai besoin de 8h30, il y en a ils ont besoin de dormir 6 heures. Mais je ne peux pas travailler quand je vois qu'en fait c'est au détriment de ma santé.
mentale et physique. Et là, actuellement, je commence à voir de plus en plus dans le monde du travail des gens qui ont cette prise de conscience. Et ce n'est plus une fierté pour moi de dire je travaille 70, 80 heures par semaine. Faire un sprint sur une semaine, 2 semaines, pourquoi pas. C'est une question de choix et que je respecte. Mais à quel prix, vraiment? Et quand il y en a, ils font des sprints comme ça, qu'en fait, c'est pas des sprints, c'est des sprints qui se transforment en sprint marathon sur 10 ans, 20 ans. Et ils sont lessivés à la fin. Tu te sens pas bien. Et moi, j'ai commencé à comprendre ça. C'était au bout de combien de temps dans l'entreprise en tant qu'avocat? Tu t'es rendu compte de ça, c'était au bout de combien de temps? Première année, comme je t'ai dit, au moment où je fais le bilan, je commence à me poser des questions. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Ouais, tu as fait 1 an, on va dire, là-bas. Et ensuite, j'ai continué. Je me suis dit, on va se laisser quand même 2 années pour prendre... Parce que je voulais pas paraître comme ce que mes collègues disaient, il y en a, ils abandonnent. Ils tiennent 3 mois. Parce que c'est très élitiste et très concurrentiel chez les avocats. Tu as un turnover, il y en a, je voyais des gens qui venaient, ils commençaient leur stage 3 semaines en pleurs, ils démissionnent. Quelque chose de totalement normal. Et donc les plus durs, c'est ceux qui restaient. Oui. C'est ceux qui ont survécu les 2 ou 3 ans. Tu voulais montrer que tu étais. Moi, je voulais montrer à moi-même. Exactement. Et je me dis, j'ai pas envie de passer pour la personne qui abandonne. Comme un entrepreneur, je pense que la pire des choses, c'est d'abandonner. Il faut savoir prendre des tournants, mais ne pas se dire j'ai abandonné avant d'avoir donné le maximum. Donc j'ai continué une 2e année. D'accord. Et après, je crois que c'était à ce moment-là, j'ai fait le premier... non, ça c'était sur ma 3e année, j'ai participé au QLRR. De Cédric Ansest. Ouais. Et c'est là où je pense que nous, on est rentré aussi en contact dans les groupes. C'était en quelle année? 2016, 2017? C'est possible, ouais. Parce que moi, j'avais fait Imo Live en 2017. Ça devait être à cette période. Et c'est là que j'ai rencontré la bande de fous furieux. Là, je crois que c'était à cette période-là, parce que tu as rencontré du coup mon grand frère. Ouais. Il était à Imo Live, je crois. C'est ça. Voilà. Et donc, j'ai participé à ce premier event. Bon, c'est un show, il y a des gens, mais j'ai rencontré des gens qui parlaient de leur expérience, comme on le fait aujourd'hui. Et je me suis dit, mais j'ai du mal à y croire que c'est vrai tout ça. Moi qui ai été formaté je suis avocat, j'ai mon titre, j'ai mon petit costume, je suis quelqu'un de respectable. Et au fond, je me dis, mais en fait, je suis juste un PC en train de rédiger des contrats. Et je commence à voir des gens qui vivent leur success story, celle à laquelle j'aspire, parce que ce n'est pas fait pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui m'inspirait énormément. Et là, en rentrant en cabinet, je commençais à voir que tous les jeunes avocats qui continuent comme des moutons, ils ont peur de challenger de l'autorité, les croyances qu'ils ont mis 10 ans à construire en étant étudiant, les stages, etc. Et moi, je commence à me dire, mais moi, c'est pas mon mode de vie. Par exemple, je faisais ma première rébellion, c'est quand j'ai commencé à travailler, je faisais du sport le matin, je me levais à 5h du mat'. J'allais à la salle de sport avec un coach à 6h. Et j'arrivais au bureau entre 9h et 10h parce que je faisais l'aller-retour France-Luxembourg. Et quand les gens ils ont appris que je faisais du sport le matin, ils disaient c'est pas normal. Comment ça se fait qu'il a autant de temps en fait? Il va arrêter au bout d'un mois. C'est un stagiaire. Pourquoi et je cuisinais mes repas le dimanche parce que j'étais dans cette période où je voulais être en super bonne santé physique, etc. Et on m'appelait Monsieur Brocoli. Vraiment, hein, parce que j'avais mon brocoli, mon riz et mon poulet, tous les jours c'était la même chose. Oui. Et les gens rigolaient. C'était de l'humour, mais c'était genre, Monsieur Brocoli, alors t'as pu faire tes 50 pompes ce matin. Et ces mêmes personnes, quand 3 ans après j'ai quitté le Luxembourg, Olivier, tu peux me donner des conseils? Moi aussi j'aimerais bien. Et ça c'était ma première rébellion où en fait on a le stéréotype un petit peu de l'avocat qui en bon point, qui aime bien les restos. Et à nouveau, j'ai pas envie de généraliser, j'ai pas envie que ce soit mal interprété. Je connais des avocats, mon chef, il était marathonien. Donc bon, il avait la position du chef, donc forcément il faisait ce qu'il voulait. Il y a des avocats sportifs, je ne critique pas, et je pense qu'il y a aussi cette prise de conscience. Il y en a beaucoup aussi qui faisaient du running, mais je voyais qu'en fait moi c'était ma petite rébellion. Je disais c'est pas parce qu'on me dit que je peux pas le faire
que je vais pas le faire. Et parfois, j'arrêtais net le travail, je disais, je vais faire mon sport. Parce que c'était pour moi un besoin vital. D'accord. Et ensuite, après ce QLLR, on commençait à me dire, écoute Olivier, tu travailles bien, ça se passe bien, mais le bureau c'est 9h, c'est pas 10h. Mon chef, une fois, il me dit, écoute, c'est pas moi, c'est les secrétaires, les gens. Ah oui, si tu le fais, d'autres ils vont le faire. On commence à voir que tu arrives entre 9h et 10h. Je lui fais, écoute, c'est simple, moi j'habite en France, je sais que ça intéresse personne, c'est mon problème. Mais je dois faire l'aller le matin, il y a une demi-heure, 1 heure de route, avec les embouteillages. Ça n'a aucun sens que je vienne pour 9h, que je vais mettre 1h30 à venir. Alors que si je viens pour 10h, j'en ai pour une demi-heure, je peux faire mon sport avant. Je reste plus longtemps. Il me disait, ouais, mais dans le contrat, il y a des horaires spécifiques. Il y a marqué quoi? Non, il me dit, il y a marqué quoi le matin? Je fais, 9h. Et le soir, il y a marqué quoi? Je lui repose la question. Et là, il est mal à l'aise. Et ça, c'est ce que je te disais, où les avocats, enfin des gens, des juniors ont peur de challenger. Il me dit, je sais pas. Je fais 18h. Je fais, hier, je suis parti à quelle heure? Je fais 20h. Ce matin, je suis arrivé à 10h. Je fais, t'as gagné 1 heure. Oui, voilà. Mais je commençais à rentrer dans ce conflit parce qu'il y avait ce présentéisme qui est très présent de plus je reste, meilleur je suis. Alors que moi, je suis plutôt partisan, je travaille 3 heures, focus, et je peux produire plus que quelqu'un qui va faire ses pauses de café, déjeuner, cigarette, etc. Je privilégie vraiment la qualité que la quantité, le présentéisme. Et à ce moment-là, j'ai commencé à entendre l'opportunité e-commerce, business en ligne. Ok. Après la conférence, je me suis dit, je vais commencer dans l'e-commerce. Je rentrais donc du cabinet à 20h, 21h, et je me mettais à travailler pendant 2-3 heures tous les soirs sur l'e-commerce avec mon frère. Ton frère jumeau? Mon frère jumeau. Ok. Le matin, je me levais à 5h, j'allais à la salle de sport à 6h. Et petite anecdote, j'étais obligé de faire des siestes. Ah, des micro-siestes, tu veux dire? Des micro-siestes. Dans certaines boîtes, je sais pas, Google, j'ai un ami qui travaillait chez Google, ils ont des salles de repos, etc. Nous, en cabinet, non, c'est open space, t'es performant, 8 heures, tu donnes tout, tu peux même pas t'allonger. Et je me souviens, j'allais dans les toilettes qui étaient les moins utilisées, je fermais la cuvette, elles étaient propres. Oui. Et en fait, c'était petites toilettes, mais avec la lumière automatique, donc je ne pouvais pas bouger. Ah oui. Donc en fait, je devais m'asseoir sans bouger parce qu'il y a la lumière. Et là, je mettais mon chrono. Donc ce que je faisais, je prenais un café juste avant. Donc avant ma sieste, comme ça, je savais que pendant ma sieste, le temps que ça, on va dire, ça me booste, quand je me réveille, après mes 10 ou 15 minutes de power nap, j'étais prêt à attaquer. Mais tu buvais le café avant la micro-sieste? Ouais, je prenais un espresso. J'allais aux toilettes et je me mettais pendant 10 minutes, chrono. Je fermais les yeux et je faisais vraiment de la relaxation. Ok. Et après, j'attaquais. Et une fois, j'étais tellement fatigué, je me suis endormi. Et tu t'es endormi combien de temps, tu sais pas? 45 minutes, 50 minutes. Mais quelqu'un l'avait remarqué? En fait, je me suis réveillé parce que je suis tombé. Oui, t'as commencé à tomber, ouais. Et tu sais comment c'est quand tu rentres dans une phase de sommeil profond. Ouais. Tu sais pas où t'es, quoi. T'as la bouche sèche, tu regardes, t'es désorienté. Et je sors des toilettes et il y a mon chef qui passe. Il me dit, Olivier, t'étais où? Je me sens pas bien, j'étais aux toilettes. Allez, viens, on a un call, on a un rendez-vous avec un client maintenant. Et je fais, wow, qu'est-ce qui se passe? Voilà des situations. Mais tu vois, c'est un peu triste que je pouvais pas me reposer et j'étais obligé avec le train de vie que je menais. Et un jour, il y avait de plus en plus de la pression sur les horaires, etc. Je me suis dit, stop. Et vraiment, du jour au lendemain, le matin, j'étais pas encore sûr de démissionner. Je rentre dans le bureau de mon chef et je fais, écoute, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je quitte. Et c'était au bout de combien de temps? 3 ans. 3 ans, ok. Quelque chose que j'avais pas... que j'avais anticipé, c'est que je voulais devenir, à ce moment-là, entrepreneur, libre. Et en parallèle, j'ai eu un chasseur de tête de Londres qui m'a contacté parce qu'il recherchait un profil comme le mien pour intégrer un cabinet à Paris. Cabinet très prestigieux, Clifford, qui fait partie du Magic Circle des 5 plus gros et les plus puissants cabinets du monde. Et mon équipe, mon ancienne équipe,
mon chef était dans les rankings numéro 1 en structuration de fonds d'investissement. Ok. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Là, j'ai envie de partir parce que je me dis, c'est pas fait pour moi. J'ai envie de liberté, j'ai envie de challenge, j'ai envie de vraiment me lancer dans l'aventure. Et là, on me donne une opportunité en or, inaccessible. Toi, tu as toujours espéré obtenir, on va dire aussi. C'est le rêve, je pense, de tout avocat qui veut avoir une carrière brillante dans le droit des affaires et dans le domaine des fonds d'investissement. Et alors, à ce moment-là, comment tu ressens les choses ? C'était conflictuel en toi ? T'étais perdu, en fait, j'ai essayé de suivre la raison et je me suis dit, bon, ma seule expérience avec les expériences de stage que j'ai eues dans le passé, ma seule vraie expérience, c'était dans ce cabinet, dans ce pays-là. J'ai toujours été au Luxembourg. Et quand j'ai fait mon passage à HEC à Paris, j'ai voulu aussi travailler à Paris. Le problème, c'est que si tu n'as pas suivi un cursus dans les facs de Paris, c'est difficile de rentrer dans les meilleurs cabinets de la place parisienne. Ouais. Ils prennent pas en compte le fait que tu as fait HEC, c'est pas suffisant. Ceux qui ont fait HEC, grande école, ou qui ont été dans les meilleurs masters de Paris, ils ont une chance, et encore tu as la concurrence avec tous les autres étudiants qui sont aussi brillants que toi. C'est très difficile. Et d'autant plus que c'est des petites équipes. Et tu t'imagines bien, tous les ans, il y a des centaines d'étudiants sur le marché. Voire plus, mais les équipes, ils recrutent une personne s'il y en a une qui est partie. Donc c'est très, très difficile. Et là, j'ai eu une opportunité que j'aurais pu rêver en étant à HEC. Et même mes anciens collègues, ils rêvaient d'avoir ce type d'opportunité. Et là, elle se présente à moi. On me dit, tiens Olivier, là, tu as le top, tu as la crème de la crème. Entre-temps, un ancien collègue avec qui j'ai travaillé du coup pendant mon stage de 1 mois, qui me dit, écoute Olivier, je vais devenir associé dans un grand cabinet à Luxembourg, londonien, qui venait de s'installer. J'aimerais que tu intègres mon équipe. Donc tu as eu 2 opportunités en fait. 2 opportunités. Et là, j'ai pris un petit excès d'arrogance. Je me suis dit, je suis le meilleur. Vraiment, hein. Là, je le dis en toute humilité parce que bon, j'étais beaucoup plus jeune, je commence ma carrière, etc. Et donc, j'ai fait mon entretien et j'ai eu encore une autre opportunité d'un autre cabinet américain à Paris, de cabinet qui était numéro 2 ou numéro 3. Je me souviens à ce moment-là, même lors de l'entretien, l'associé avec qui j'ai discuté, et c'est pas moi qui voulais travailler pour eux. C'était un autre chasseur de tête qui m'a dit, écoute, j'ai entendu, parce que voilà à quel point la communication elle se fait, j'ai entendu que tu avais une opportunité dans cette structure chez Clifford, moi j'aimerais te proposer une opportunité dans ce cabinet. Et j'étais à l'entretien, par curiosité, je me dis, bon tiens, on sait jamais. Et l'avocate, elle me dit, dites-moi, pourquoi vous voulez travailler pour moi? Et moi, qu'est-ce que je lui dis? Vas-y. Attention, c'est pas moi qui vais travailler pour vous, c'est vous qui voulez que je travaille pour vous. Et en fait, il faut savoir que dans le milieu du droit des affaires, on a des gens, c'est des brutes. Ouais. Là, c'était une femme associée, aussi qui a un parcours brillant. Et elle recherche des gens forts, des gens solides, qui sont prêts à encaisser vraiment le stress, le travail. Tu peux pas te montrer faible ou déstabilisé. Donc moi, je dis, je fais du rentre-dedans, quoi. En plus, il y avait quelque chose qui m'a aidé plus, c'est qu'elle était en retard pendant 45 minutes à l'entretien. Donc j'étais déjà démotivé, je me suis dit, bon, moi ça ne m'intéresse pas de travailler ici. Et elle t'a répondu quoi? Elle m'a dit, laissez-moi reformuler ma question. Si vous deviez travailler pour moi, quelles seraient les raisons? Et moi je dis, ça c'est une autre question. Parce que vous êtes un cabinet américain, parce que vous avez des transactions dans le monde, etc. Donc ça, c'était un peu j'ai repris, on va dire, cette croyance dans ce métier où je me suis dit, mais finalement je suis quelqu'un qui est compétent dans mon domaine. J'ai des gens qui veulent que je travaille pour eux. J'ai signé dans l'autre cabinet dans lequel j'ai travaillé ensuite à Paris parce que j'avais une meilleure entente avec l'équipe et donc mon ami, ancien collègue qui voulait me racheter à Luxembourg m'a dit, écoute Olivier, je te donne tout ce que tu veux. Tu auras un parking, tu auras une voiture, tu gagneras la fourchette haute, je pourrais te faire intégrer des discussions un peu plus avancées. Je crois vraiment en toi. Et à l'époque, quand on travaillait ensemble, quand j'étais stagiaire, l'associé pour qui on travaillait, je pense par ego,
a refusé de me recruter, alors que moi, c'était ma seule condition. J'ai accepté de faire un stage d'1 mois, sous condition que j'ai une opportunité derrière. Et lui, il n'a même pas envisagé cette option. Ok. Et ça m'a déçu. Et donc, ce collègue avait même dit à l'associé, je préfère que tu en vires 3, mais que tu prennes Olivier. Ça, il me l'a avoué après. D'accord. Et l'autre associé, par ego, il a refusé. Et donc, c'était aussi mon mentor. Et j'étais à nouveau face à un dilemme. Là, j'étais plus le dilemme entre entrepreneuriat et avocat. C'était entre Paris, Luxembourg. Ok. Et c'était très compliqué. Et donc, j'ai dû malheureusement refuser l'opportunité que j'ai eue à Luxembourg. Parce que je voulais vivre à Paris. Il y avait une plus grande exposition. Et mes ambitions, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ensuite, je pourrais poursuivre au Moyen-Orient ou aux États-Unis. Donc là, je commence à travailler, à nouveau le feu de l'action au début, tu vois, l'adrénaline, un nouveau départ, une nouvelle ville, ma ville de cœur. Pour combien de temps? Tu sais, l'excitation au début que tu as. C'est quelques mois éventuellement, ça dépend du milieu, mais après c'est... Au début, tu t'y fais, tu t'adaptes, tu découvres. Et donc moi, j'avais ma vie de rêve, j'habitais au centre de Paris, je prenais la trottinette pour aller au cabinet, je vivais comme Harvey Specter, en taxi, costume, tout ça sur le papier, c'était génial. La réalité, c'est que je travaillais tous les jours jusqu'à 21h, 22h, parfois 2-3 heures du matin, comme je le disais. Grosse pression, on travaillait sur les plus grosses transactions des fonds d'investissement en France. Le plus gros qu'on avait mis en place, c'était un fonds à 13 milliards, fonds étatique français. Donc, il y avait quand même beaucoup de pression. Et mes vieux démons commence à revenir. Ouais, mais c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire pendant 10 ans. J'avais plus le temps de rencontrer des gens, je faisais plus de networking. T'as pas de vie sociale. Pas de vie sociale, pas de copines. Mon travail. J'avais juste le prestige. J'avais juste ça. Et les gens pourtant pensaient que j'avais tout. Mais moi, au fond, je sais que j'avais rien du tout. J'avais juste un aspect. Et je savais que si on m'enlevait ma cravate et mon statut, et il ne restait plus rien. Il n'y avait rien du tout, parce que je n'avais pas le temps de développer. Et ça, je l'ai commencé à le voir chez des collègues. Je me disais, oui, il est brillant, lui. Il est fort. Enfin, il maîtrise sur la perfection son domaine. Mais je le mets dans la nature. Il ne sait rien faire. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de soutien, il n'y a personne qui le respecte. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vu où les gens ils commencent à s'attacher de plus en plus à leur statut. Oui, leur statut professionnel. Ouais. Et ils se disent, ouais, mais moi je suis avocat. Et il y a peut-être après cette arrogance qui commence à apparaître, tu vois, moi je suis avocat, etc. Et moi je dis, mais en fait, non, c'est pas ça. Un individu, c'est pas ça. Un individu, c'est les moments que tu partages, c'est la connexion que tu peux avoir. Et donc là, on en arrive. Donc je travaille exactement 9 mois à Paris. Ok. Et mon frère jumeau qui commence dans l'e-commerce, il commence à avoir ses premiers résultats. Donc tu vois l'évolution de... Je vois, et lui, il était toujours au Luxembourg. Ok, mais dans l'e-commerce, c'était... le business style existe toujours ou pas ou Non, c'était... c'était les premiers pas, on va dire. C'était les premiers pas de... j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale parce que quand j'étais plus jeune, je vendais, je me souviens, mes premières activités en tant que commerçant, c'était sur eBay. Et qu'est-ce que je faisais ? Je commençais à vendre mes vieux vêtements. Ouais, c'est comme aujourd'hui, tu vendais sur Vinted en fait. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas Vinted. Donc et au bout d'un moment, je vendais tout. Et ma mère devait me racheter des vêtements. T'étais à poil. Mais je vendais, moi je gagnais de l'argent au moins. Tu vendais aussi tes boxers ? Non, ça quand même pas les sous-vêtements. Bon, en tout cas, je me souviens, je vendais tout. Mes t-shirts, mes jeans. C'était... Mais pour revenir par rapport à ton frère, donc il se lance dans le e-commerce tout seul de base. Ouais. C'est ça. Et tu vois comment ça évolue au bout de quoi, quelques semaines, au bout de quelques mois. Il commence à avoir des résultats. Comment ça s'est passé ? Le QLLR, c'était, je crois, en septembre ou en octobre. On a commencé à travailler sur l'e-commerce fin de l'année. Et pendant 1 an, parce qu'ensuite, moi, j'ai intégré le cabinet parisien en avril. Et il a commencé à avoir ses résultats, je crois, en octobre ou en novembre. Donc 1 an après. Parce que lui, il avait beaucoup plus de temps. Donc il pouvait s'investir. Moi, ça commençait à devenir compliqué parce que j'étais à nouveau tiraillé entre... si je veux devenir le meilleur avocat que je puisse devenir, il faut que je m'investisse à 200%.
Et puis ta plage horaire, on va dire, était principalement consacrée à ton travail. Et du coup, je commençais à voir ces problèmes. Et là, j'ai arrêté tout simplement. Je me disais, bon, tant pis. Je fonce dans le milieu du droit. Et mon frère qui commence à avoir des résultats. Et là, j'ai dit, ça fonctionne. Ça marche. Je me dis, j'y crois pas. Et c'était quel genre de business exactement? C'était du dropshipping. Dropshipping, voilà, c'est du dropshipping. Et on avait pris la formation de Yomi à l'époque. Ah, qui est déjà une formation à l'époque? Ouais, moi j'ai rencontré Yomi, on a pu discuter. Il n'était pas encore. C'était avant le Covid, il n'était pas connu du tout. C'était son passage à Harvard, si je me souviens bien, où il avait fait un semestre, ou je ne sais plus exactement. Et mon frère m'a dit, mais regarde ce type, il arrive à vendre, etc. À l'époque, le dropshipping, c'était le Far West. Il suffisait de créer un site sur Shopify, de mettre un produit, de faire un petit peu de pub, et tu pouvais casser tous les codes de la publicité. Et tu pouvais à l'époque, c'était pas aussi réglementé sur en fait, Facebook. C'est ça. Voilà. Et tu pouvais dire, en gros, t'es moche, achète ce produit, tu deviens beau. Aujourd'hui, tu fais ça sur Facebook, t'es banni. Ah bah oui, tout de suite, oui. Et là, donc ça, c'était un peu les débuts, on va dire, de l'e-commerce. Et je vois que ça commence à marcher, je me remets dans la formation, et je commence à avoir des tensions avec mes collègues, parce que je faisais toujours mon sport. Je commençais à, on va dire, à protéger ma vie privée, ma santé. Et je commençais à avoir aussi un côté malsain, par exemple. Des collègues qui parfois me disaient, écoute Olivier, à 19h, tiens, il faut rédiger ce document. Et moi, la question que je pose, pour quand? Ce serait bien de l'avoir pour demain. Et 19h, je sors parce que j'ai un rendez-vous perso. Et on me dit, ce serait bien que ça soit fait pour demain à 8h. Tu peux le faire quand tu veux. Il n'y a pas le choix. C'est soit tu fais soir, soit la nuit, deadline, soit matin. Oui. Donc ok, j'annule, je rédige, je le donne à 8h. 2 jours après, je fais, est-ce que tu as pu revoir mon document? Ah non, j'ai pas eu le temps, je regarderai ça demain tranquillement. Tu commences à vivre des choses comme ça. Oui. Ou par exemple, tu dis, j'ai un rendez-vous, il est 19h30, j'ai un rendez-vous dans 30 minutes. Il faut qu'on fasse une petite réunion rapide. On fait le point là-dessus. La personne, elle sait que tu as un rendez-vous. Et elle parle, je suis désolé, j'ai oublié que tu avais un rendez-vous. Et toi, avec le sourire, tu dis, il n'y a pas de souci, j'ai annulé. Et tu vois, ça commence à accumuler. Et là, je me dis, stop, ça suffit. Je vais voir les RH, je dis, j'arrête. Là, on est novembre-décembre. Donc tu démissionnes? Je démissionne. D'accord. C'était pas une démission, c'était une rupture conventionnelle parce que j'étais lié sur un contrat et puis il y avait plusieurs aspects administratifs qu'on n'arrivait pas à transiger. Donc c'était dans leur intérêt et dans le mien qu'on soit en rupture conventionnelle. Et puis moi, ça me donnait aussi la sécurité de pouvoir bénéficier des aides pour lancer mon entreprise. Et c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est pas l'APE? Non, enfin c'est tu veux dire tu veux aller sur en fait, c'est au lieu d'avoir ton chômage, tu peux l'investir ou en fonction de leur... C'était une forme une forme de sécurité et donc là je crée ma société, je l'immatricule le 1er février et donc j'ai quitté mon job officiellement fin janvier. Fin janvier de quelle année? C'était 2020. Ah, juste avant le Covid. On y vient. On y vient. Ouais, vas-y. On y vient. 1er février, je suis fier, je suis prêt à l'aventure. Il me reste 1 mois de loyer à Paris. Mon frère jumeau qui vient me chercher fin février, le 1er mars. On rentre chez mes parents dans l'Est, retour à la case départ. Et là, on commence à entendre Covid. Oui, c'était les débuts. Il y a des gens, ils sont enfermés, ils peuvent pas sortir. Il y a un virus, on va tous mourir. Et là, mon père, il dit, j'ai un mauvais pressentiment, mais dans 2 secondes, je sens qu'on va tous nous enfermer. Et moi, il dit, restez là. Parce que nous, avec mon frère, on avait prévu de partir en montagne, à Tignes. Parce que des amis nous ont mis à disposition un appartement. On s'est dit, 6 semaines, et on lance notre business e-commerce. Donc nous, on s'est prévu un confinement avant même que le Covid n'arrive. D'accord. Et donc lui a quitté entre-temps aussi son emploi à Luxembourg. Et on s'est dit, début mars, on va en montagne. 6 semaines, focus, on lance quelque chose. Et là, on est début mars et on sent qu'il va se passer quelque chose de mauvais.
Et mon père, il dit, restez là, ne partez pas parce que vous ne pourrez pas revenir. Et nous, on s'est dit, Daniel, prépare-toi, on y va. On se barre. Parti en montagne. Première semaine, je me souviens, je suis pas très bon skieur. Je lui dis, tiens, je vais prendre des cours de ski. On va faire ça 2-3 fois par semaine. Tu n'as pas besoin de mettre la pression. J'ai fait une piste gratuite pour me refaire un petit peu la main. On a été skier une journée. Lendemain, tout fermé. Okay. Là, il y a tout le monde qui part, tout le monde se barre. Ouais, toute la station. Toute la station. Et là, tu es dans un no man's land, il n'y a plus personne. Il n'y a que les locaux. Ouais. Et nous. Et là, tu vois les gens qui commencent à paniquer, à faire des raps des stocks de nourriture, etc. Ouais, de papier toilette. Et nous, c'est ça, ouais. Et nous, les pâtes. Et nous, c'était bon, non, il y a toujours les prix, ils ont juste doublé, mais on peut toujours acheter des pâtes et vraiment des denrées alimentaires de base. Et donc là, c'était le début de l'aventure entrepreneuriale. Donc on devait rester 6 semaines. Évidemment, au bout de 6 semaines, on devait toujours rester parce que tout était bloqué. Et donc on a commencé en mars et on est rentré en juin. Donc j'ai jamais passé autant de temps de ma vie. Je pense que c'est la seule fois de ma vie. Vous avez passé 3 mois quasiment. Plus, fin mars, avril, mai, juin, 4 mois. 3-4 mois, ouais. 4 mois en montagne. On n'a pas pu skier et on faisait que travailler. C'était dropshipping. On travaillait 18 sur 24. Parfois on travaillait jusqu'à 5h du mat. On dormait quelques heures, on se réveillait. Et je l'ai fait, comme je l'ai dit, ça a impacté ma santé, mais j'avais un but et je voulais réussir à tout prix et je mettais toute l'énergie à nouveau. Je me suis dit, ça me drivait au quotidien. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. Le premier mois était compliqué, après on a commencé à voir nos résultats. Ça commençait à bien marcher. On faisait aussi, on vendait des produits avec des influenceurs, etc. Donc nous, je sais qu'il y a eu beaucoup d'influx voleurs, etc. Nous, c'était des produits, parce que c'était mon but de lancer une marque. Donc on faisait ça bien. Et tu t'imagines bien que la poste ne fonctionnait pas et j'envoyais des colis aux États-Unis. Donc j'allais dans les poubelles chercher des emballages de carton pour pouvoir envoyer mes produits et je devais aller à la mairie en disant que je suis représentant de telle marque. Ah, tu devais aller à la mairie, la poste pour imprimer, mais j'avais pas d'imprimante pour D'accord. imprimer des documents ou quoi que ce soit. Donc je devais aller à la mairie. J'ai dû sympathiser avec la dame. La mairie était ouverte, je crois, 2 jours par semaine. Donc je devais bien calculer tout ça. J'allais dans les poubelles, je récupérais mon carton. Après, j'avais du scotch. Et j'imprimais mes documents. Et au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je fais, je suis directeur marketing de cette marque. Ok. Et là, je reçois un coup de fil de toi. De moi? Ou c'était toi qui m'as appelé? C'était un message qu'on a posté. Je sais plus. Je crois que c'était parce que c'est vrai qu'on était dans un groupe, un groupe privé sur Messenger. Un groupe privé sur Messenger lié à l'immobilier. Parce qu'on a mis aussi un pied dans des différents investissements immobiliers avec mes frères. Moi, c'était pas quelque chose qui me passionnait. Parce que je voyais aussi avec mes activités, avec ce que je ne pouvais pas tout simplement être partout. Et je pense que c'est une erreur de vouloir tout faire. Le mieux, c'est de faire une chose et de la faire bien. Et c'est moi qui ai posté un message, je crois, en disant que je recherche 50 000 masques réutilisables. Réutilisables. Covid. Ouais. J'étais quelqu'un, un ami de Paris qui m'a contacté, il me disait, écoute Olivier, je sais que tu es entrepreneur maintenant, un dentiste. Est-ce que tu peux m'arranger 50 000 masques? Ouais. Je trouve où 50 000 masques? Enfin, tu me parles de quoi? Je sais pas, tu es dans le commerce, tu connais des Chinois et tout. Je fais, attends, ça fait beaucoup, tu vois. Ouais. Et là, je crois que j'ai vu un message de toi où tu dis, si vous avez besoin de masques, nous, on peut en produire. Ouais, je crois que j'avais balancé un post ou un message dans le groupe comme quoi on avait commencé la production de masques en Pologne parce qu'on avait l'accès à la matière première. Ouais. Et comme la Pologne, tout ce qui est industrie du textile n'a pas été détruite, donc on peut produire facilement des vêtements et donc des masques. Et avec mon associé, on avait acheté des rouleaux de polypropylène, des élastiques, et on envoyait ça directement à Łódź, là, à l'usine de fabrication. Donc on avait automatisé.
on avait délégué les tâches là forcément. Et du coup, ouais, j'avais posté. Moi, t'avais posté un message, et moi, j'ai tout de suite fait le lien. Et je me souviens, je crois que c'était un jeudi ou un vendredi après-midi. On a eu un appel. Ouais, je crois que c'était en fin de semaine dans tous les cas. Moi, jeudi, je me vendredi. souviens, Je crois que c'était un jeudi ou mercredi. Non, c'était un jeudi ou un vendredi. Parce que le but, c'était d'avoir ces masques pour lundi matin. Ouais, mais je semble que tu m'avais appelé le jeudi juste pour discuter des termes. Et par la suite, tu as fait l'introduction avec les personnes qui voulaient commander. En tout cas, c'était jeudi à lundi. Ouais. Entre jeudi, le premier coup de fil, je crois lundi ou mardi, mais je crois que c'était lundi même, parce que c'était le week-end. Lundi, ça a été reçu. Lundi. Le camion est arrivé. Le camion est arrivé en France. Ouais. Et ouais, ça c'était quelque chose que je me souviendrai, je pense, toute ma vie, parce que c'était dans mes débuts de l'entrepreneuriat. Et donc en fait, j'ai eu cette requête. Donc on a fait le lien. Nous, on s'était jamais rencontrés physiquement. Je pense que c'est important. Mais tu me faisais suffisamment confiance et moi aussi pour me dire, oui, on avait une bonne entente. On avait un bon feeling. On s'est dit, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et la personne qui avait besoin de ces masques, je ne la connaissais pas du tout. Oui, et là, j'ai mis en avant ma carte. J'ai dit, je suis ancien avocat, je rédige le contrat. Donnez-moi vos pièces d'identité, il n'y aura pas de problème. Donc j'ai rédigé le contrat vendredi. En plus, il y a eu des problèmes de paiement. Parce que forcément, le week-end, les banques ne travaillent pas. Oui, puis c'était quand même... très risqué. Je crois sur une commande, on tournait autour des 35 000 euros, je crois. Ouais, 35-40 000 euros de la logistique. Et derrière ça, moi, je me rappelle que le vendredi, ils devaient confirmer la commande. Ouais. Ils n'ont pas confirmé. Le samedi, ils ont confirmé à minuit. Ouais, je travaillais encore, je me rappelle, chez moi, j'étais encore assis sur l'ordinateur pour finaliser en fait les commandes et j'avais tenté. Je dis mais j'ai pas reçu la compte de votre part. Oui, on va envoyer ça lundi. Je fais lundi le camion doit arriver. Je vais pas envoyer un chargement sans la compte. Il y a 10 heures de route aussi ou 15 heures. Oui. C'était il fallait emballer. Et moi je pouvais pas envoyer un camion sans avoir un acompte minimum parce que là c'est vrai. Sur du 40 000 euros de chargement. Et c'était notre première collab. Qui s'est très bien passé du coup. Ouais, je me rappelle encore le dimanche matin, j'avais aidé à charger le camion. Ouais. J'avais les cartons et on chargeait les masques. Et on avait le groupe sur WhatsApp, c'était les photos. Ouais, c'est bon, c'est chargé, ça arrive en France. Et du coup, à la commande, alors ils ont validé la commande le samedi soir à minuit. Ouais, et dans les zones là. C'est parti le dimanche matin, donc à 12h, donc à midi, le camion est parti. Donc 12 heures plus tard. Il arrive en France, je crois 16h, lundi à 16h c'est arrivé. Ouais, incroyable cette première expérience. C'était excitant. C'était très excitant. J'ai réalisé aussi que l'entrepreneuriat c'est ça. C'est saisir l'opportunité rapidement, passer à l'action tout de suite, sans réfléchir trop, mais en prenant tes précautions, parce que les arnaques, ça arrive très rapidement aussi. Oui, et puis surtout durant le Covid, il y avait beaucoup d'arnaques au niveau des masques, au niveau des produits. Et donc ça, c'était avant qu'il y ait eu ce blocage avec les réglementations qui n'autorisaient plus le transport de masques. Donc voilà, et ensuite, tout simplement, on a continué. J'ai construit donc une marque e-commerce de cosmétiques. Donc j'avais des partenaires en France, des laboratoires français qui produisaient du coup aussi des masques, mais des masques de beauté cette fois-ci. Et ça marchait très bien sur la Pologne. Donc c'était mon marché privilégié. Et donc ça a bien fonctionné un temps. Le problème c'est que forcément notre stratégie qui était basée sur le marketing d'influence principalement, aussi avant le début, pendant le Covid et aussi avant la guerre avec l'Ukraine, ça marchait très bien et après on a vu nos ventes baisser et c'était plus un projet qui me stimulait. C'était un projet pour moi qui était un premier projet de lancement. Lancement où tu as appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, exactement. Et donc je le vis un peu comme un échec parce que j'ai eu du mal à arrêter. J'ai eu beaucoup de mal. Parce que j'y ai mis, on va dire, mon cœur. J'ai mis beaucoup de temps. Et donc j'ai décidé d'arrêter ce projet et de me concentrer sur des nouvelles activités et aussi rebondir comme tout entrepreneur, savoir aussi s'adapter, rebondir
continuer l'aventure. Ça a duré combien de temps le business des cosmétiques? 2 ans à peu près. 2 ans. Donc avec un pic, je me souviens, on était amené à faire 100 000 zloty de vente par jour. Par jour, ouais, ça équivaut à 23 000 euros, 24 000 euros de chiffre d'affaires. À l'époque, c'était 25 000 euros, c'était 1300 commandes en une journée. D'accord. Mais donc, ouais, 25 000, on va dire 25 000 euros de chiffre d'affaires. Et en termes de marge, vous étiez comment? On était. Bon, après, si on enlève le coût publicitaire, etc., on tournait autour de 40-50%. Bah, c'est une belle marge. Hein. Ouais. C'est une super marge. Donc, ça, c'était une belle aventure. Et donc, ça m'a appris énormément de choses. C'est aussi. Je pense que c'était la porte d'entrée dans l'entrepreneuriat. Et suite à ça, donc. Ce business-là, c'était avec ton frère aussi? Ouais, c'était avec mon frère. Et ensuite, on avait une divergence d'opinion. On avait une conception aussi un peu différente. Moi, j'ai voulu aussi un petit peu me retirer parce que je travaillais énormément. À nouveau, je retravaillais comme un avocat alors que je voulais être libre, entrepreneur libre. J'ai réussi à atteindre un objectif, celui de pouvoir voyager, de pouvoir travailler où je veux, quand je veux et comme je veux. C'est un objectif que j'ai atteint. Et donc, aujourd'hui, si je vis en Pologne, parce que je suis en couple ici, parce que j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs, j'ai des amis proches comme toi et comme d'autres personnes que j'ai rencontrées, je me sens bien en Pologne, dans la Pologne d'aujourd'hui, qui pour moi est un pays avec beaucoup de perspectives. On ne rencontre pas forcément les mêmes problèmes qu'en France, ici, même d'un point de vue économique. Les Polonais, ils ont tendance à se plaindre, mais c'est assez surprenant parce que c'est ceux qui ont vécu la plus grande transformation en partant de rien et en arrivant à ce qu'ils ont aujourd'hui, et ils continuent de se plaindre. Ils s'en rendent pas compte en fait de tout ce qui s'est passé, qu'ils n'ont pas assez de recul et de distance et qu'ils ont du mal à voir les côtés positifs de la Pologne. C'est ça. Par exemple, quand je vais dans les mariages polonais et que tu t'assois à une table et forcément tu connais pas tout le monde. Il y a des questions qui arrivent. Oui, pourquoi la Pologne? Je comprends pas. T'es pas mieux au Luxembourg, t'es pas mieux en Allemagne, en France, en Espagne, Italie. Et quand tu expliques des raisons concrètes, c'est là qu'ils se rendent compte. Ah oui, t'as pas tort. Ils n'ont pas le recul et ils n'arrivent pas à comparer. Même au niveau fiscalité, ils se plaignent. Mais si on compare la fiscalité polonaise et la fiscalité française, je trouve que c'est beaucoup plus attractif en Pologne, mais aussi le pouvoir d'achat. Après, en fonction de ton business, bien évidemment. C'est sûr. Ouais. Voilà, en tout cas, le coût de la vie est beaucoup plus faible ici en Pologne. Et il y a des problèmes qu'on ne rencontre pas. Il y a des avantages aussi en France qu'on n'a pas en Pologne, par exemple le système de santé. Oui, c'est vrai, il y a aussi toutes les aides sociales, les APL, pour les étudiants par exemple, pour ceux qui travaillent. Il y a beaucoup d'aides en France qui apportent beaucoup d'avantages. Mais après, en Pologne, c'est différent. C'est sûr que... ça reste quand même un pays, je dirais, économiquement qui est nouveau, qui s'enrichit rapidement. Et ça aussi, ça pose des problèmes. Des gens qui ont fait fortune très rapidement en Pologne. Il y a ce côté où les gens, ils ont cette arrogance. C'est un peu des gens qui ont gagné trop d'argent trop rapidement, un peu comme si on gagnait au loto en France, qui n'ont pas des bonnes manières, qui n'arrivent pas forcément à... Ils vont essayer d'exhiber leur richesse. Ils veulent montrer leur réussite. C'est ça. Après, peut-être, moi quand je vois ça, je me dis que ça se trouve, les parents, comme ils ont connu l'époque communiste, et tu ne pouvais pas le faire, et que maintenant, leur fille ou leur fils a réussi à faire un business qui marche très bien, ça se trouve, ils ont expliqué aux enfants, écoute, profite, fais-toi plaisir, parce que nous, à l'époque, même si tu avais de l'argent, tu pouvais rien faire. Tu n'avais pas accès à ça. Donc là, fais-le, si tu as envie. La vie est courte. C'est juste un constat. Je suis complètement d'accord avec ta position, parce que je pense que c'est l'explication qu'il y a derrière. Mais c'est intéressant parce que par exemple un Français qui ne comprend pas ça, il va se dire mais il se prend pour qui lui? Oui aussi, mais après ici par exemple quand tu as une belle voiture, généralement les gens ils vont être contents. En Pologne la voiture c'est un symbole de réussite. Ils vont pas te la rayer, te cracher dessus, ils vont plus l'admirer et se dire ah tiens j'aimerais bien aussi avoir la même, tu vois, et comment je peux faire. C'est pour ça que tu vois plein de belles voitures, honnêtement, ici. Quand tu compares le parc automobile
que tu peux retrouver en France et ici, même dans les villes comme Cracovie, Poznań, Gdańsk. Enfin, ils ont des voitures incroyables. Le parc automobile en Pologne, il a énormément changé et non, franchement, c'est incroyable. Ouais, là aujourd'hui, il n'y a rien de plus normal. C'est un peu comme au Luxembourg, moi j'ai l'impression. Ouais, mais je pense que c'est aussi parce que pour des raisons de fiscalité, il y a aussi de société où ils facilitent l'accès à. Il y a pas, c'est pas. Enfin, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué, mais en France, c'est très réglementé. Enfin, tu peux pas mettre. Par exemple, ici, tu n'as pas de malus écologique. Ouais. Donc, quand tu prends un Porsche Macan, Cayenne, enfin peu importe, tu payes pas de malus écologique. Tandis qu'en France, sur un Macan, il me semble que en 2024, ce sera 60 000 € de malus écologique. Donc, quasiment le prix du véhicule, quoi. Ouais. Parce que ça vaut à partir de 70 000 €, il me semble, 75. Il n'y a pas de TVS ici. C'est la taxe sur les véhicules de société. Tandis qu'en France, les gens doivent faire entre guillemets, des magouilles. Ouais. Ils vont prendre un Q7 et ils vont le transformer voilà, pour avoir un véhicule considéré utilitaire, quoi. Enfin, un véhicule commercial. Mais c'est dommage parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est aussi de se faire plaisir. Mais c'est ce que je disais au début, c'est que cette mentalité, elle est présente ici en Pologne, de gens qui veulent réussir, qui vont se débrouiller, ils freinent pas l'entrepreneuriat, et même, je dirais, ils les encouragent. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 20 ans, même si tu voulais, tu pouvais pas. Aujourd'hui, tu veux, tu peux. Ouais. Il n'y a personne qui va vraiment te freiner. On va pas te juger aussi sur des échecs, etc. En France, c'est très mal vu d'échouer. On commence à aussi évoluer dans les mentalités. On est loin de la mentalité américaine, où les gens ils vont t'applaudir, ils vont dire mais bravo, tu as échoué 3 business, ton 4e, ça sera le bon. Tu vas réussir, tu vas devenir millionnaire. Ça, c'est ce qu'on te dit aux États-Unis. En France, on va dire mais c'est un peu plus fataliste. C'est pas bien. Non, enfin, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. On va dire qu'en Pologne, ils ont encore l'esprit, on va dire, un peu à l'américaine concernant l'entrepreneuriat. Et les Polonaises aussi, elles sont très, très portées sur l'entrepreneuriat. Ouais. De ce que je remarque. Enfin, je sais pas si tu l'as vu toi, mais je ma copine est est influenceuse, donc je vois ce côté débrouillard. Elle est étudiante aussi, et elle fait les 2 activités en parallèle. Elle se dit, faut que je gagne ma vie, faut que je sois indépendante, faut que je réussisse. Je suis surpris parce que moi, en tant qu'étudiant, je n'avais pas cette mentalité, même si je voyais ça en Pologne. Je me disais, ouais, mais je suis étudiant, etc. Après, bien sûr que j'avais les conditions pour pouvoir étudier sans travailler à côté, parce que je sais que ce n'est pas toujours le cas de tout le monde, et qu'il y en a, même en France, ils galèrent, ils sont obligés de travailler, d'étudier en parallèle. Oui, de faire les deux, ouais. Mais en Pologne, ce n'est pas forcément lié à la galère, c'est à la volonté d'entreprendre. Parce que les gens, ils veulent avancer, gagner des compétences, gagner leur propre argent aussi. C'est important pour eux. Ouais. C'est important pour eux. Olivier, on arrive sur la fin du podcast. Il nous reste 3 minutes. Ça passe très vite. Hein. Ça passe vite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais si tu peux nous dire ça en fait en quelques mots? Là actuellement, je suis toujours dans l'univers business en ligne. Et donc récemment, je me suis intéressé aux créateurs de contenu qui monétisent leur contenu sur différentes plateformes. Donc mon rôle est vraiment de les aider à augmenter leur visibilité sur les différents canaux d'acquisition de trafic. Donc, par exemple, ça peut être de la gestion de compte TikTok, de la gestion de compte Twitter. Donc, il y a tout ce travail qui est pour acquérir du trafic et optimiser, on va dire, les ventes sur les différentes plateformes. Donc, au niveau des conversions, etc. Donc, mon rôle aujourd'hui, pour simplifier, parce que ça peut peut-être paraître complexe pour certaines personnes, c'est un rôle de marketeur. Donc de quelqu'un qui va augmenter la visibilité de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et grâce à cette visibilité, elle va pouvoir ensuite vendre ses produits, etc. Et comment tu es rémunéré? C'était rémunéré en fait à la tâche ou Non, moi le système de rémunération que j'ai actuellement, c'est le deal, c'est des pourcentages. Donc ça peut aller de 20% à 50% de toutes les transactions, de toutes les ventes qui seront générées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que moi je touche. J'ai des coûts aussi, du personnel, des gens qui vont travailler sur les différents comptes des réseaux sociaux. Et ça, c'est
c'est des coûts humains, des coûts aussi parfois publicitaires. Et tu as combien de personnes qui travaillent par exemple, actuellement avec toi sur business? C'est variable. Là, actuellement, on est à peu près 5, petite équipe. Après, ça va être beaucoup de prestataires aussi externes. Mais que tu as embauché à la mission. Je ne veux pas travailler avec de salariés. Je comprends. Parce que je prône vraiment cette liberté. Et aujourd'hui, on a la possibilité de travailler avec beaucoup de freelanceurs. Et donc, j'ai pas besoin de gérer tout l'aspect aussi comptable, fiscal. C'est une facture, on paye. Et si la mission se passe bien, on continue. Si la mission ne se passe pas bien, on arrête tout simplement. Donc c'est dans ce mouvement toujours de liberté et de flexibilité. D'accord. Écoute, on arrive sur la fin du podcast, 1h30. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais partager à l'audience? Un point important Ouais, je pense que je voulais montrer, je pense à travers mon expérience, que même si on est issu d'une case très fermée, peu importe que vous soyez avocat, médecin ou salarié, si vous avez des ambitions ou des aspirations, prenez le risque, si c'est ce que vous recherchez, faites-le. C'est beaucoup plus stimulant, c'est beaucoup plus, on va dire, instructif que la monotonie si on aime le challenge. Et il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais pour moi, c'est vraiment la définition de la vie où chaque journée est différente, j'ai l'impression de découvrir des nouvelles choses. Et aussi un petit clin d'œil à la Pologne, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'a priori sur la Pologne. Est-ce qu'on roule avec des charrettes? Est-ce que c'est dangereux? La Pologne, c'est un pays fantastique. C'est un des seuls pays qui n'a pas vraiment vécu la récession de la dernière crise financière. C'est un pays en continuelle expansion. Récemment, j'ai vu les chiffres aussi où la Pologne est en train de construire la plus grande armée d'Europe. Ça devient un pays fort sur le plan économique, géopolitique. Et ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques années, le centre de l'Europe, ce soit plus Paris, Bruxelles, ça le sera toujours d'un point de vue institutionnel, mais l'élément clé sur le plan géopolitique, qu'on ait un shift sur la Pologne. Parce que c'est vraiment le pays qui remplit toutes les cases aujourd'hui, pour moi, sur tous les plans, pour devenir le prochain grand pays de l'Europe. Et ça, j'y crois vraiment. Donc, j'y crois aussi. J'invite tous les Français à venir visiter la tous Pologne. Les francophones, oui. Français, luxembourgeois, venez aussi à Luxembourg. Les francophones, tout le monde. Les francophones. Et puis, vous êtes le bienvenu. Et je pense qu'on serait ravis de les accueillir ici et d'échanger. Parfait. Olivier, je te remercie. Merci à toi, On close Nicolas. le podcast et je vous dis au prochain. Ciao, ciao. Ciao.